Merci à toutes les personnes qui sont là. Et surtout, merci aux Sénégalais d'être présents. On va prendre des séries de 5 questions sur la question pétrolière ou sur l'ouvrage. Et je vais ensuite répondre, puis une deuxième salle de 5 questions. Le débat en tout durera 30 minutes, 30-40 minutes. Et ensuite, nous passerons à un petit point de presse avant de passer à la dédicace, parce qu'il faut bien signer des livres que c'est des personnes qui sont ici. Cet or noir est à nous, mais il n'est pas à nous aussi, il est à ses enfants. Et je crois que nous leur devons des explications, nous avons une responsabilité pour eux, c'est leur héritage. Donc, je crois que ce livre est déjà une très belle contribution pour préserver cet héritage de nos enfants. Je les ai fait venir aussi pour qu'ils puissent un peu comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Et j'étais vraiment très embarrassé parce que j'ai eu le même problème, trouver les mots qu'il fallait pour rendre cette chose digeste et compréhensible pour les enfants. Et je remercie en cela la troupe théâtrale Côte Barma qui vient de passer parce que je crois qu'ils l'ont rendu digeste et l'ont mis à la perception de ces enfants. Mais je crois qu'il y a encore des choses à faire. Tous les enfants n'ont pas eu la chance de venir aujourd'hui. Et pour ceux qui sont restés à la maison, à quand un ouvrage destiné aux enfants pour leur expliquer cette main de Dieu qui est aussi leur héritage. Je vous remercie. Je remercie beaucoup les gens pour son excellent livre qui est quelque part devenu un livre de chevet. Je l'ai toujours à côté de moi, je pense que c'est un travail remarquable et c'est pour cette raison que je suis à être présent ici. Les conditions dans lesquelles nous avons donné ces ressources à des acteurs extérieurs, que cela soit transparent. Et donc, il faut que cette question soit au centre de la problématique à venir lors des élections du Sénégal. Je pose la question parce que je rentre de Norvège. Il y a 3 jours, j'étais en Norvège et j'ai eu la chance de rencontrer la plupart des autorités norvégiennes, du ministre du pétrole, le directeur général de la plus grande société norvégienne Equinor, Céleste Statoil, et puis donc beaucoup de patrons de l'industrie pétrolière, du PDG de Total, Shell, etc. Tout le monde était là-bas. Et je suis allé voir le musée du pétrole de la Norvège. Et ce musée, installé en 1971, si je ne m'abuse, depuis l'exploitation en tout cas du pétrole là-bas, a permis de rappeler que la Norvège, qui était un pays qui vivait de baleines, de pêche de baleines, a pu tirer de l'exploitation de ces hydrocarbures plus de 11 000 milliards de dollars, 650 000 milliards CFA. Depuis quelques années, ce chiffre a dû augmenter. Si la Norvège en est arrivée là, c'est parce que les ressources naturelles dans ce musée, avec les 10 commandements de l'exploitation du pétrole et du gaz, indiquent clairement que les ressources appartiennent à l'État, au peuple, et que ça doit revenir sur le sol pour ajouter de la valeur. Dans le cas du Sénégal, on ne sait pas ce qu'on va faire de nos ressources naturelles. Il faut donc être très polémique et poser les problématiques qui se posent aujourd'hui au Sénégal. Je voudrais conclure en disant, même si nous avons une structure qui a été créée, à mon avis, excusez-moi, mon sentiment, pour faire du blanchiment politique après le scandale de Petrotim, que ce post-pétrogaz nous dit, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est décidé, quelles sont les informations que nous devons savoir, pourquoi doit-on créer un institut national du pétrole dans une industrie à haute technologie qui n'est pas labor intensive? Est-ce que toutes ces problématiques-là sont abordées? Pourquoi on ne sait pas le local content, le contenu local, des choses où il y a des avancées, en tout cas dans le cas de la Norvège et ailleurs dans les pays qui ont évité la malédiction? Est-ce que dans le cas du Sénégal, précisément, ces problématiques-là, au-delà du travail remarquable, didactique que vous avez fait, est-ce que ces problématiques-là, au plus haut niveau de Macky Sall en bas, ces problématiques-là, on peut les discuter à la fois à l'élection et de plus en plus dans la société. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être conflictuel dans le contexte où nous vivons. Je vous remercie. Paris est un de nos membres. J'ai juste un témoignage et une petite question. Un témoignage, c'est pour dire que, en fait, Paris est un de nos jeunes membres et on a remarqué, en fait, 2 choses chez lui. Il a du talent et il a aussi du culot. Talent parce que le livre est très bien écrit, comme quoi on peut être scientifique et aussi un bon littéraire. Parce que vraiment, le livre se lit aisément et tout ce qui est partie technique même se lit aisément. Il n'y a pas besoin de faire supérieur pour comprendre ce bouquin. Il a du culot parce que nous, au sein de l'âge déjà, on a des membres qui ont 30 ans, 20 ans de carrière et qui n'ont pas osé écrire un livre au moment opportun.
Donc vraiment, ce livre est le bienvenu et vraiment est très intéressant pour le paysage sénégalais. Maintenant, en termes de questions, est-ce que tu envisages de faire une suite donc après cette apparition? Merci et bonne chance. Donc moi, la question que je voudrais poser à M. Ndao, est-ce que vous pensez, contrairement à ceux qui pensent, je donne l'exemple de Sonko, l'exemple du journaliste, qui pense que le Sénégal a bradé son pétrole. Est-ce que pensez-vous, la lecture de ce secteur-là, de ce domaine-là, tout ce qui a été fait par l'État du Sénégal et les compagnies, pensez-vous que le Sénégal a bien négocié ses contrats pétroliers? Merci beaucoup. Bon, c'est juste un petit témoignage là, bon, que je voudrais faire en direction de Fari. Il a été mon étudiant en 5e année. Bon, sur le cadre du contractuel. Et dès les premiers cours, c'est le seul étudiant là, bon, que j'ai remarqué pour sa passion pour les questions là, bon, pétrolières et gazières. Bon, ça a été tout le temps un débat entre lui et moi. À chaque fois quand je viens pour dispenser des cours, alors il me montrait que vraiment le pétrole là, bon, c'est ce qui l'intéresse. Alors je l'ai beaucoup encouragé pour ça. Et quand il m'a annoncé pour la première fois qu'il veut écrire un livre, qu'il a écrit un livre, je lui ai dit attention, il faut m'amener le manuscrit, on va en discuter, et c'est ce qu'il a fait. Évidemment, les premières discussions ont été très dures. Évidemment, il campait sur sa position quand je lui dis ça, mais par la suite, il a su quand même me convaincre sur tout ce qu'il a écrit. Je voudrais le féliciter par exemple pour son courage, son intelligence et pour sa passion pour le pétrole. Je vous remercie. Monsieur Diao, donc aîné, géologue, nous sommes environ 350 dans le pays, dont un qui a une position spéciale. Et vous avez raison de dire qu'il faut produire quelque chose pour les enfants, pour qu'ils puissent comprendre. C'était ça l'idée. En fait, c'est même ça l'idée de réunir les gens à Sorano. C'est pas un espace qui se prête vraiment, peut-être aux cérémonies de dédicace, mais depuis le début, l'objectif c'est d'informer. Au début, j'ai commencé par écrire des petits articles, après j'ai fait des interviews, et je me suis dit la suite c'est le livre. Parce qu'il faut maintenant poser quelque chose de concret pour que les gens puissent avoir un outil de référence. Maintenant, est-ce que le livre est la forme la plus adaptée pour Sandra et les autres? Peut-être pas. Peut-être qu'il faut aller vers des dessins animés. Peut-être qu'il faut aller vers des bandes dessinées. Peut-être qu'il faut aller vers des chroniques en langue nationale. Donc oui, il y a des choses à faire. En tout cas, pour répondre maintenant à Serine Momadjei, en même temps, donc président de la SDA, que je remercie avec les autres membres, Jean-Pierre Noël, donc M. Jean-Michel Peck, Georges Fernandez, qui sont tous là. La suite qui est envisagée, c'est un autre livre, mais plus orienté justement sur l'Afrique durable. Parce que, encore une fois, j'ai beau être géologue intéressé par les questions pétrolières, je suis d'abord un naturaliste. J'aime d'abord la nature. Le pétrole est un élément de la nature. Il n'est pas toute la nature. Même si aujourd'hui, il est le socle de notre économie. Donc, la suite qui est envisagée, c'est oui, un autre ouvrage. Quand, je ne dirai pas. Mais, c'est un ouvrage qui va parler de cette Afrique-là qui doit prendre une autre voie. Phil Winsar dit dans son livre Afrotopia que l'Afrique n'a personne à rattraper. Effectivement, nous ne sommes pas une autoroute du progrès sur laquelle nous devons tous courir. Il y a des voies de traverse, il y a d'autres chemins à prendre. Il y a d'autres paramètres à considérer. Il y a d'autres manières de considérer la richesse. Il y a d'autres manières d'organiser la ville. Et donc, pour moi, si je dois parler à cette génération, c'est plus pour leur dire ça. Leur dire que nous ne plongeons pas pieds et poings liés dans cette époque industrielle dans laquelle nous n'avons pas forcément toutes les cartes en main pour être les personnes les plus, on va dire, en avant. Donc voilà à peu près ce que je pouvais répondre. Monsieur Adama Gueye, donc je vous remercie pour vos encouragements, je les ai vus dès le départ. Effectivement, j'ai voulu être didactique dans cet ouvrage. Je n'ai pas voulu écrire un autre livre sur Petrotim. Mais j'ai mon avis sur cette question. Pour moi, Aliou Sall est quelqu'un qui n'est pas du milieu pétrolier. Franck Timis est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Lorsque j'ai écrit ce livre, et ça ce sont des faits, Timis Corp et Petrotim étaient les seules compagnies de toutes celles que j'ai citées dans le livre qui n'avaient pas de site web. Une compagnie pétrolière qui n'a pas de site web, pour moi, n'est pas une compagnie pétrolière. Ça, c'est mon avis. Je l'ai dit et je le dis encore. Je le dirai demain encore. Maintenant, de là à dire que les ressources ont forcément été bradées, j'ai une réserve. Parce que brader, ça veut dire que
Ça veut dire ce que ça veut dire. Brader, ça veut dire d'un côté tayele, d'un côté mais. On a des contrats qui disent que, en théorie, l'État du Sénégal est majoritaire dans les contrats pétroliers. Par la part de Petrosen, par la part de l'État dans la production et par les impôts et taxes que nous allons récupérer. Donc, si nous sommes majoritaires, même si nous aurions pu mieux négocier, pour moi, ce n'est pas brader les richesses. Maintenant, ce que vous dites est très important. Vous dites, vous êtes en train de parler des décisions qui sont prises au plus haut niveau stratégique. Comment nous allons nous organiser en tant que pays pour avoir une exploitation optimale, durable et qui nous rapporte, nous, en tant qu'État, et transparente surtout. Le COS-Pétrogaz a été créé. Pour moi, c'était une nécessité. Je le dis. C'est mon avis. Ousmane Sonko dit la même chose. En revanche, le COS-Pétrogaz autant il permet de coordonner donc l'activité gouvernementale autour du pétrole, mais pour moi, il doit, comme c'est un instrument stratégique, il doit être ouvert à d'autres sensibilités du pays. Il faut que l'opposition ait une place là-bas. Il faut que la société civile ait une place là-bas. Pour que les gens puissent être au courant de ce qui se décide, pour qu'ils puissent donner leur avis. La société civile, c'est des gens comme vous, c'est d'autres personnes. Parce que ce ne sont pas forcément les gens qui sont aujourd'hui en responsabilité dans le secteur pétrolier, qui connaissent forcément le mieux le pétrole ou qui ont le plus d'expérience dans le pétrole au Sénégal ou dans la diaspora sénégalaise. Donc oui, il faut s'ouvrir et il faut que les décisions stratégiques soient partagées avec un maximum de personnes. Maintenant, il y a aussi une autre chose. Nous avons un système où des gens sont élus pour prendre des décisions. S'ils ne prennent pas des décisions, ils sont sanctionnés politiquement. Donc, le président de la République actuel qui est là prendra des décisions. On a beau le conseiller, on a beau faire tout ce qu'on veut, la loi dit que c'est lui qui prend des décisions. Peut-être que c'est cette loi qu'il faut changer. Peut-être qu'il faut maintenant aller vers une gestion plus parlementaire de la question pétrolière. Pas forcément rester au niveau présidentiel. Tout ça, ce sont des voies ouvertes que l'on peut discuter. Mais, comme vous le dites, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une plus grande ouverture au niveau stratégique pour discuter de cette question-là parce qu'elle appartient à tout le monde. Le pétrole appartient à tout le monde. Maintenant, sur les procédures d'octroi des blocs pétroliers, moi je propose dans mon ouvrage qu'on y aille par appel d'offres. Pour man, dañu war a toog yaatal mbir mi ku bëgg a ñëw ñu ne la appel d'offre nga nii bloc bii la ñu bëgg a joxe lan mooy say credentials fan nga toj comme on dit qu'est-ce que tu as fait où parce que encore une fois quand un rapport technique dit que Petrotim est une compagnie qui a de l'expérience alors qu'elle vient d'être créée, pour moi ça me pose problème. Je le dis sincèrement. Maintenant, je suis d'accord avec cela. Donc pour éviter cela, il faut peut-être aller vers des procédures qui sont plus ouvertes. Maintenant, cela n'empêche pas que nous puissions continuer à discuter. Sur cette question-là, le rôle que je me suis modestement attribué, je dis bien modestement, c'est d'essayer de servir de lien entre les différentes parties. Moi, je suis engagé dans un parti politique d'opposition. Aujourd'hui, jusqu'en octobre, je travaille pour l'État. Et travailler pour l'État, actuellement, le chef de l'État, c'est Macky Sall. Même si je ne suis pas d'accord avec lui politiquement, je pense que certaines de ses décisions, comme celle, exemple, d'installer un Institut national du pétrole et du gaz, sont de bonnes décisions. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, ils l'ont dit, leur troupe Coach Barma. Quand ils disent que il faut un pétrole par les Sénégalais, pour les Sénégalais, il faut que nous montions en compétence. Il faut qu'il y ait des jeunes qui travaillent sur ces plateformes. Qu'on ne soit pas seulement au catering à amener de la nourriture à des professionnels étrangers sur des plateformes. Non, il faut qu'on commence à avoir des techniciens, des traders, des architectes pétroliers. Et c'est pas seulement un institut national, mais il faut qu'il y ait une politique de retour. Il y a énormément de Sénégalais qualifiés dans le monde qu'il faut aller chercher. Donc oui, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, en partie. Mais lorsqu'on dit que le pétrole du Sénégal a été bradé, sachant que le contrat sur Sangoma, exemple, a été négocié sous Abdoulaye Wade, le contrat à Saint-Louis a été négocié sous Macky Sall, d'autres contrats ont été négociés sous Abdou Diouf. Donc tant qu'on suit la législation et qu'on la respecte et qu'on a les moyens légaux de vérifier qu'on a une démocratie assez forte pour éviter la corruption, qu'on a des organes de corruption qu'on ne dépossède pas de leurs moyens d'action. Pour moi, on va avancer dans le bon sens. Et pour arriver à tout ça, il y avait un préalable. Ce préalable, c'était de donner la bonne information. C'est pour cela que pour l'instant, je me suis arrêté à cela. Demain, quand j'aurai une position plus politique, et je l'aurai parce que je crois en l'engagement politique, oui, là, j'aurai peut-être encore, je vais évoluer sur d'autres questions. Mais pour moi, à mon niveau, avec mon niveau de connaissance, avec ce que je peux apporter, cette facilité pour parler aux gens, c'était d'expliquer, d'être clair avec les personnes. Voilà ce que je peux répondre. Donc, monsieur Abou Jean-Louis Diouf, dites que, est-ce que les contrats ont été bien négociés? Vous savez, il y a des négociateurs qui sont spécialisés dans cela.
L'un d'eux est un membre de l'ASDA qui s'appelle M. Biram Diouf. Pendant longtemps, il a été l'un des négociateurs en chef de Petrosen. Les contrats pétroliers, encore une fois, c'est pas une page blanche. C'est des termes qui sont établis dans un contrat type, qui, selon la hiérarchie des normes, donc en droit, sont coiffés par un code pétrolier. Donc vous avez un code pétrolier, un décret d'application de ce code, et vous avez ensuite des contrats. Lorsque l'État du Sénégal signe un contrat avec une compagnie, certains des termes sont déjà fixés, d'autres sont négociés. Ces négociations, elles dépendent de beaucoup de choses. Elles dépendent du contexte mondial, le prix du baril. Elles dépendent de l'historique d'exploration dans notre pays. Les gens expérimentés de Petrosen pourront vous le dire. Jusque dans les années 97-98, les gens ne venaient pas dans notre pays. Ils ne voulaient pas venir. Parce que le pétrole coûtait pas cher, $20 le baril. Le Nigeria produisait déjà du sweet light crude. Et dans notre pays, qui allait venir ici mettre des milliards pour chercher un pétrole hypothétiquement présent? Non. Les gens allaient préférer aller dans d'autres secteurs. C'est pour cela qu'on a mis en place un code pétrolier attractif. Ce code pétrolier, aujourd'hui, a porté ses fruits. Pourquoi? Parce qu'il est attractif. Donc, je peux comprendre qu'à posteriori, on dise que oui, dans les contrats, on ne gagne pas assez. Et encore une fois, et ça, c'est des faits, je ne les invente pas, l'État du Sénégal est majoritaire dans tous les contrats. Donc, si nous sommes majoritaires dans tous les contrats, en théorie, parce que pour avoir réellement cette majorité, il faudra qu'on surveille les coûts pétroliers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si nous sommes majoritaires, pour moi, ils sont bien négociés dans un pays qui cherchait du pétrole. Maintenant, il faut voir avec qui on négocie. Et c'est là où la question de M. Gueye est importante. Des compagnies peuvent venir servir de juniors qui cherchent ou qui veulent aller faire la promotion de notre pétrole. Oui, mais il faut faire rentrer des gens sérieux. Et aujourd'hui, on a une politique pour faire venir des grosses compagnies, même si aussi elles ont des pratiques parfois un peu curieuses. Je pense que c'est une bonne chose qu'on passe d'une compagnie pas sérieuse à des compagnies comme Total. Maintenant, je ne suis pas payé par Total, je ne suis pas avocat, mais je pense que Total est une compagnie en bourse, BP est une compagnie en bourse plus sérieuse, et que mieux vaut avoir ces compagnies que d'autres. Ça aussi, c'est une position que j'ai. Donc on va prendre une deuxième salve d'intervention. Je suis plus chanceux que vous, parce que moi j'ai déjà eu ma dédicace. Alors là, je viens faire une petite contribution. Farid, je pense que ton livre est venu à son heure. Le pétrole a été découvert au Sénégal avec le gaz, et il y a eu beaucoup de spéculation. L'exploitation n'a pas encore commencé. Nous sommes à l'heure de la préparation et de la projection. J'ai une question sur la gestion des coûts pétroliers que je voudrais aborder avec Paris. Les coûts pétroliers, je veux qu'ils comprennent bien qu'ils ont déjà commencé au stade de l'exploration. Cela veut dire que tous les travaux géologiques, géophysiques, forages d'exploration, ces coûts existent déjà. Il faudra qu'à un moment donné, on puisse les contrôler. Je ne suis pas sûr que nous aurons toutes les compétences pour ce faire, parce que après, il y aura aussi des forages de développement, il y aura de l'exploitation, et il faut une longue expérience dans la gestion des coûts pour être en mesure de les contrôler le plus efficacement possible. Donc, ce travail, c'est aujourd'hui, pour ne pas dire hier, qu'il aurait dû commencer, et pour le moment, on parle de former des ingénieurs dans le domaine du pétrole, mais on ne parle pas encore de cost control. Voilà, c'est l'observation et la petite contribution que je voulais faire, mais je félicite encore une fois l'audace et le caractère scientifique de l'ouvrage qui a été produit par Tarinda, où je vous remercie. Je n'insiste pas beaucoup pour prendre la parole en général, mais aujourd'hui, il y a une dimension un peu personnelle. Parce que je viens ici à plusieurs titres. Évidemment, vous êtes une personnalité publique maintenant, ne serait-ce qu'à travers ce livre, vous parlez à tous les Sénégalais et sur des sujets qui sont d'importance nationale. Donc, à ce titre, je viens aussi au titre de responsable politique de la communication de Benno Bokk Yakaar. Mais je viens voir aussi un ami et un camarade militant. Je dis bien militant. Le militantisme, c'est pas le militantisme tel qu'on l'entend ici, mais militant pour la cause du Sénégal, de la nature et de l'Afrique. C'est pour ça que votre promesse pour un avenir, pour un autre modèle de société, je crois,
parce que nous avions vu ensemble à Lyon. Et nous avons combattu ensemble en étant sûrs qu'un jour, on se retrouverait ici et probablement dans ce contexte. Donc cette promesse, ça me fait plaisir de prendre la parole pour te féliciter d'être au rendez-vous tel que nous nous sommes promis. Michel Daou, on parle de l'or noir du Sénégal au moment où on parle d'économie verte et d'économie de la connaissance. On sait que les industries nord-américaines et européennes, de plus en plus, produisent des modèles qui utilisent de l'énergie verte. Ça veut dire toutes les énergies alternatives. Au moment où nous, on est en train de faire, comme l'ont si bien démontré le groupe de Rufisque, qui sont très illustratifs, il y a un grand espoir autour du pétrole. Mais est-ce que, à la fin de la journée, ça va pas donner lieu à une grande déception? Puisqu'on sait que l'économie, ce que Jacques Attali appelle le cœur de l'économie du monde, tel qu'il a été la tulipe à un moment donné, le charbon à un moment donné, le pétrole, est-ce que c'est pas les énergies renouvelables qui vont plus incarner le moteur de l'économie du monde et que de ce point de vue, on pourrait faire un coup d'épée dans l'eau parce qu'on s'investirait dans le pétrole alors que l'économie du monde s'oriente vers d'autres secteurs. Je te remercie et t'exprime encore une fois ma plus grande fierté d'être un parmi tes amis. Merci Farid. Je vais apporter une petite contribution pour le middle stream et le downstream. Aujourd'hui, la SAR a besoin d'être rénovée. Par exemple, on prend une raffinerie comme celle de Faisin, basée à Lyon. Cette raffinerie est designée de telle sorte que à pouvoir traiter tous les types de brutes. À la SAR, on traite seulement les brutes légers, on va dire. Et nos équipements doivent être designés de telle sorte qu'on arrive à traiter les brutes lourds, les brutes légers, les brutes tout ça, etc., etc. Donc tout ça, il faudra que nous les Sénégalais, on reste en fait dans cette optique-là pour le futur. Voilà, je vous remercie. Adieu. Tout simplement, nous avons des contraintes de temps. Deux choses. Vous savez que le pétrole, sa gestion est essentiellement de la prérogative de l'autorité publique. Comment faire pour éviter certaines situations, certains dysfonctionnements que j'ai vécu. Adam Gaye qui est là, j'ai été 10 ans ambassadeur du Sénégal au Nigeria. Et il arrivait que certains jours, on n'avait que 2 heures d'électricité. J'ai dû demander au président de la République de m'acheter un autre groupe électrogène. Comment, effectivement, faire en sorte que l'on puisse éviter ces dysfonctionnements. Sûrement, vous en avez parlé dans votre livre. On a évoqué aussi rapidement aussi le problème du gaz, du pétrole découvert le Don Flore entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Effectivement, on a posé la question. On est en train les Bissau-Guinéens nous demandent de renégocier cela. Mais je voudrais simplement dire que, à l'époque, un ministre de président Wade disait que c'est du pétrole lourd et quand le baril arriverait à $70, ce serait exploitable, ce serait rentable. Entre-temps, pendant la présidence de Wade, le baril a été jusqu'à 2 fois 70, personne n'en a parlé. Merci. Je me présente, c'est professeur Bachir Diop, je suis l'ancien directeur de l'Institut des sciences de la Terre. Donc j'ai eu à recevoir le dossier de M. Farinda quand j'étais étudiant en France. Donc il avait la licence, vous savez qu'avec la licence, on peut accéder à l'Institut des sciences de la Terre. Je l'ai connu comme, je vais parler peut-être rapidement de l'homme. C'est un garçon qui a de la conviction. Moi, je me rappelle qu'en classe, un cours, quand il n'est pas d'accord, il dit qu'il n'est pas d'accord. Je pense que c'est déjà une base. Parce que ce qui manque à nos ingénieurs d'aujourd'hui, c'est la partie éthique. Tu vas avoir un ingénieur qui lutte de partie en partie pour avoir des forces. Et je leur ai toujours dit qu'en fait, ce qui caractérise l'ingénieur, c'est son ouvrage. Parce que si tu fais un bon ouvrage,
Après 100 ans, on dira que c'est M. Tel qui l'a fait. Parce que les régimes politiques, ils bougent. Donc, un ingénieur ne doit pas accepter n'importe quoi. Donc, c'est pourquoi je tiens à le dire, et on a des relations assez particulières. L'autre chose, c'est, il l'a dit dans son livre, et je pense que c'est extrêmement important, c'est les corps de contrôle. Tant qu'on n'a pas des corps de contrôle, quand je parle de corps de contrôle, je parle de l'inspection générale d'État, je parle de l'OFNAC, de la Cour des comptes. Si ces cours ne fonctionnent pas correctement, on ne pourra pas avoir une gestion transparente et saine des ressources. Ça, je pense que c'est un combat démocratique sur lequel je voudrais quand même qu'il pense. Sans des corps de contrôle forts, structurés et indépendants, on ne pourra rien régler. La preuve, vous savez, dans certains pays, par exemple, je vous donne un exemple, quand l'inspection générale d'État fait un rapport, il peut être transmis directement au procureur. Mais dans notre pays, c'est pas le cas. Bon, je m'en arrête là. De l'autre côté, maintenant, je pose un problème aussi. Vous savez, le code, l'ancien code, il date de 98. On est en 2018, ça fait 20 ans. Dans la presse, on nous parle de réformer le code. Or, tout le monde sait qu'après 20 ans, avec tout ce qu'on a comme découverte, il faudrait un nouveau code. Premier problème. Deuxième problème. On s'est précipité, le code de 90, comme il a dit, c'était pour favoriser l'afflux de géants pétroliers, d'investisseurs. Mais actuellement, le contexte a changé. Pourquoi alors, pour les blocs qui avaient déjà été octroyés, qui ont fait l'objet de découverte, on peut comprendre, mais pourquoi ça se précipiter à donner des blocs comme ça? Alors qu'il fallait, à mon avis, il fallait attendre le nouveau code qui est beaucoup plus valorisant pour le Sénégal. Je vous remercie. Moi, j'avais juste quelques préoccupations. C'était par rapport au fait que présentement on parle de découverte de pétrole et de gaz. Et on a vu des informations comme quoi que l'État est sur le point, par exemple, de céder la SAR. Pourquoi on a eu une société de raffinage pendant des décennies et une fois le pétrole découvert, on veut procéder, par exemple, à une cession de la SAR. L'autre chose, c'est par rapport au droit de préemption. Je ne sais pas pourquoi, par exemple, durant les passations de marché entre Timis, Petrotim, Ediwong, Cosmos et autres, l'État n'a pas fait prévaloir son droit de préemption, par exemple, sachant que c'est déjà découvert et que ça peut être beaucoup plus bénéfique pour le Sénégal. L'autre chose maintenant, c'est par rapport aux générations futures et surtout à la mission de COS-Petrogaz. Est-ce que c'est envisagé, par exemple, de laisser des réserves pour les générations futures, parce qu'en tout cas, on voit qu'il y a une course sur la cession des prix. Est-ce que l'État prévoit quelque chose, par exemple, si on s'inspire du modèle norvégien, où il y a carrément des zones qui ne sont pas exploitées et qui sont gardées pour les générations futures? Merci beaucoup. Donc, je vais répondre d'abord à Sekou. Non, à Moussa. Moussa qui a dit pourquoi l'or noir du Sénégal et pourquoi pas parler du gaz dans le titre. Le premier titre que j'avais envisagé, c'était pétrole et gaz au Sénégal, enjeux et perspectives. Je pense que souvent on va rendre compte de le livre. Lorsque vous voulez donner un nom à un produit que vous sortez sur le marché, il y a ce qu'on appelle la titrologie. C'est l'étude des titres. Ce qui fait qu'une personne s'intéresse à une œuvre, un livre notamment, c'est peut-être à cause de l'auteur, peut-être à cause grâce à la couverture, et peut-être aussi grâce au titre. Le fait de dire or noir, pour moi, ça permettait à la fois de rendre la dimension purement matérielle, l'or noir, ce qu'on appelle le pétrole, mais aussi or noir dans le sens que c'est une richesse pour le pays. J'ai bien dit l'or noir du Sénégal, j'ai pas dit l'or noir au Sénégal. Parce que le pétrole bi nekku fi rek, ñun ñoo ko moom. Donc c'est notre or noir. Maintenant, pourquoi je n'ai pas parlé forcément de gaz? Parce que pour un géologue, le pétrole et le gaz, c'est exactement la même chose. C'est juste des processus de maturation différents. Et pour les questions marketing, les gens parlent plus de pétrole que de gaz, même si
lorsqu'on regarde en termes de volume, nous avons plus de gaz que de pétrole au Sénégal. Donc c'était surtout pour ça, pour ces trois raisons-là, que j'ai choisi d'appeler le livre L'Or Noir et d'avoir une couverture avec un bateau de forage à l'aube, pour dire que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Nous entrons dans une ère que nous n'avons pas connue jusqu'à présent, en tout cas pas dans les mêmes dimensions, et que ce bateau-là qui brille au milieu de la nuit, ça peut être aussi ce pétrole-là qui brillera pour nous si on l'utilise bien. Je réponds également à Sekou, qui parlait de la surveillance des coûts pétroliers, et que les sous-traitants sénégalais puissent en même temps, en partenariat avec des experts, puissent monter en compétence. Je suis d'accord. Il faut mettre une législation contraignante. Elle peut être dans le code pétrolier, mais elle peut ne pas être dans le code pétrolier. Ça peut être une législation complémentaire. Il y a au Ghana ou au Nigeria, ils ont mis des Local Content Act. C'est-à-dire qu'on met en place une législation spécifique qui peut entrer en vigueur dès la production des gisements que nous avons, puisque les projets n'ont pas encore démarré en tant que tels, même si de l'exploration a déjà été faite, et que ce sont des coûts qui doivent être comptabilisés. Donc oui, il faut aller vers ça. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans le pétrole, vous êtes dans des vases communicants. Je m'explique. Si dans votre législation, vous obligez les compagnies étrangères à avoir des sous-traitants sénégalais, partout, à tous les niveaux, y compris pour faire votre SPSO et tout, les Sénégalais n'ont pas forcément cette compétence aujourd'hui pour être sur toute la chaîne pétrolière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en association avec des étrangers qui vont faire payer à cette entreprise sénégalaise leurs compétences, qui ensuite va être achetée par la compagnie internationale, Total, BP ou autre, qui ensuite va le considérer comme coût pétrolier facturé à l'État du Sénégal. Donc, si nous nous lançons dans du local content dans tout, c'est bien pour notre fierté, mais c'est pas forcément bien pour notre trésor public. Parce qu'au final, ça va être comptabilisé comme coût pour nous. Donc, il faut aller, certes, vers du local content, mais dans des secteurs que nous maîtrisons déjà, où nous avons déjà une certaine expertise. Il y a peut-être des usines qui savent déjà faire des outils et des objets mécaniques. Oui, il faut les renforcer en capacité. Mais aujourd'hui, aucun Sénégalais ne sait faire un SPSO. Si on se met dans ça, oui, on va dire qu'au Sénégal, on sait faire des SPSO, mais combien ça va nous coûter? Et au final, cet argent va dans les coûts pétroliers, et c'est moins d'argent à mettre dans l'éducation, dans la santé, etc. Donc peut-être par fierté, nous voulons que toutes nos entreprises occupent toute la chaîne pétrolière, et il faut mettre des contraintes. Je dis pas le contraire, il faut mettre des contraintes, mais il faut les mettre intelligemment. Dans cette industrie-là, moi je le vois comme dans du football. On est pour l'instant au centre de formation. On ne peut pas encore jouer dans un match de demi-finale de Ligue des Champions. On ne peut pas. En revanche, il faut avoir de l'ambition. Il faut, sky is the limit. Il faut se fixer aucune ambition. Et pour moi, le Sénégal doit aller vers ça. L'autre, c'est, oui, tonton Sidi Bara, donc de Norfoire, merci pour ta présence. Effectivement, quand le livre est sorti, j'en ai offert un certain nombre d'exemplaires à la classe politique, pouvoir, opposition, aux hommes de médias et aussi aux gens de mon quartier, parce que les hommes politiques, les hommes de médias, c'est avec comme ligne de. Donc toi, tu ne l'as pas dit, mais tu es un ingénieur, donc aujourd'hui à la retraite, et ay borom xam-xam ñi leen di gis ñuy dox dem jàkk ji ñëw toog te ay kàngam lañ. Donc le pétrole a été effectivement découvert au Sénégal depuis très longtemps, depuis même 1967, avec du pétrole au large de la Casamance. Maintenant, ce pétrole a certaines contraintes. C'est un pétrole qui est soufré et qui est visqueux. Et pour le sortir de sous terre, il faut beaucoup de moyens, parce qu'il faut le liquéfier. Et ensuite, une fois qu'on le sort, le traitement est encore plus lourd avec, comme disait tout à l'heure Oularé, une unité de désulfuration. En tout cas, c'est beaucoup de technologie à mettre en place. Mais déjà, pour le sortir, c'est beaucoup plus lourd que du pétrole classique. Et ça a une contrainte. Et je réponds en même temps à M. Cissé. Oui, le prix du baril a atteint certains niveaux qui auraient pu permettre de lancer des projets. Maintenant, lorsque le prix monte très vite, il faut souvent penser qu'il va descendre très vite. Parce qu'un prix qui monte très vite, ça veut dire que ce n'est pas forcément lié à une structure, on va dire, c'est pas forcément structurellement, au niveau économique, au niveau de l'offre et de la demande, que ça suive une courbe logique. C'est peut-être d'autres logiques, c'est des crises économiques, etc. Et finalement, après, ça redescend. Donc les projets pétroliers, il faut y aller avec prudence, parce qu'une fois que vous mettez vos milliards, vous ne pouvez plus. Et vous pouvez plus reculer. Et il y a une autre chose, c'est que lorsque vous dites que vous pouvez l'exploiter à partir de $70, c'est peut-être $70 de 1993. Il y a ce qu'on appelle l'actualisation économique, donc vous
cet argent-là, en 2018 ou en 2010, n'est pas forcément, ça n'a pas la même valeur qu'en 1993. Donc, c'est la fameuse inflation. Donc, peut-être que c'est une des raisons, je dis pas que c'est celle-là, mais c'est peut-être une des raisons qui explique qu'on n'a pas exploité cela. Et peut-être aussi la faiblesse technique et les crises politiques qu'il y a eu en Guinée-Bissau, parce que on ne peut pas, nous, pays stable, démocratiquement, dire qu'on va exploiter ça avec un pays qui, lui, n'est pas stable, parce qu'après, ça va se répercuter sur tout le monde. Donc, mieux vaut laisser ça dans le sous-sol, plutôt que de chercher forcément à l'exploiter immédiatement. Monsieur Jean-Michel Sec, oui, qui parle des coûts pétroliers, gestion des coûts pétroliers. Effectivement, les coûts pétroliers, c'est dès l'exploration, c'est dès les toutes premières dépenses de sismique, de prospection. Maintenant, là, dans un projet pétrolier en général, les coûts de développement, parce que vous avez l'exploration, vous avez le développement, vous avez la production. Donc les coûts de développement représentent 55% en général des coûts. Donc c'est là où on va acheter des FPSO, payer des milliards de dollars, en tout cas les louer. C'est là où il faudra être très vigilant, parce qu'ils vont nous proposer peut-être un matériel qui est technologiquement hyper génial, mais dont on n'a pas forcément besoin. Je donne un exemple. Si un architecte dit « je vous construis votre maison » et que il dit qu'il va nous mettre un monte-charge, donc qui va aller de la cuisine directement à notre chambre pour amener les repas, ça les Joben aiment bien ça, ou bien qu'ils disent que nous aurons des portes serties de diamants, nous n'avons pas besoin de tout ça pour une maison où il faut juste dormir. Donc si on a les compétences, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, notamment des architectes pétroliers, des gens qui sont chargés, avec 10 ans, 12 ans, 13 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière, de voir est-ce que les types d'installations techniques qu'on nous propose sont ceux qui sont les mieux disants au niveau du prix et au niveau de la technologie proposée. Si on n'a pas ça, oui, les compagnies chercheront forcément à gagner de l'argent sur nous. Donc nous sommes prévenus et si nous ne le faisons pas, c'est juste une question de volonté politique. Rien d'autre. Monsieur Elhaj Maguette Diop qui parle de l'aval, effectivement, j'en parle dans l'ouvrage, il y a tout un tissu industriel qui peut être développé à partir des produits du raffinage du pétrole et du gaz. Donc c'est les engrais, les plastiques, et également, et ça j'insiste beaucoup dessus, c'est les médicaments. Le Sénégal a importé entre 2012 et 2014 pour pas moins de 400 milliards de francs CFA de médicaments. Donc, et ça représentait 95% de l'utilisation en médicaments. 95% des médicaments que nous utilisons viennent de l'étranger. Or, les médicaments, c'est essentiellement des dérivés de l'industrie pétrochimique, entre autres, et parfois lorsqu'ils sont adaptés avec des plantes naturelles ou autres. Donc, oui, il faut aller peut-être dans ce sens-là et voir quelle est l'opportunité entre rentabilité et besoin d'indépendance. Pape Mahouadou, oui, la question doit être posée de manière dépassionnée, objective. Je suis convaincu que rien ne se fait dans la tension permanente. La conflictualité dont parlait M. Adamagay tout à l'heure est nécessaire, dans une démocratie surtout, et elle est même inévitable. C'est ce que je le dis également dans l'ouvrage. Le Sénégal est par essence un pays démocratique. Nous avons des pratiques démocratiques, donc chacun dira ce qu'il pense. Maintenant, que chacun dise ce qu'il pense, mais sur des bases objectives encore une fois. C'était ça mon objectif, et je ne dévierai pas de cela, je resterai sur cela. Que la xam scientifique là, tamit non lañ ma yéré. Économie verte. Il y a un abus de langage qui parle d'énergie verte. Il n'y a pas d'énergie verte. L'énergie, c'est une grandeur qui permet de mesurer le changement. Si je bouge de droite à gauche, j'ai utilisé de l'énergie. Cette énergie-là, elle n'est pas verte, elle existe. Donc lorsque vous utilisez des panneaux solaires pour produire votre électricité, vous utilisez juste une autre forme d'énergie primaire que vous transformez en énergie secondaire, c'est-à-dire l'électricité. Vos panneaux solaires, pour les fabriquer, vous avez besoin d'aller chercher des métaux sous terre. Ces métaux, vous les cherchez avec des camions qui fonctionnent au fuel, au gasoil. Donc, chaque fois que vous voulez transformer votre environnement, vous faites intervenir de l'énergie et vous polluez forcément. Donc, ce n'est pas tant le type d'énergie qu'on va utiliser qui va changer notre avenir en commun. Non, c'est surtout nos modes de vie. Est-ce que forcément nous avons tous besoin d'avoir des voitures individuelles avec climatisation à l'intérieur? Moi, je pense que non. Dans certains pays, ils développent des transports en commun et c'est une autre vision de la société. Au lieu que chacun ait son petit véhicule pour faire ses choses lui seul et aller au travail avec 4 places vides,
Plutôt, peut-être qu'il faut créer du lien social dans des transports en commun confortables, de qualité, je l'entends, mais c'est surtout ça. Et c'est comme ça qu'on va avoir une société décélérée, qui va moins vite, une société qui s'appesantit plus sur la fabrication du lien social, une société qui accepte d'avoir ce que Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle française, appelait la règle verte, c'est-à-dire aller vers des comportements économiques, industriels, où on respecte plus la nature. Il y a 2 jours, quand j'étais devant Sorano, je me suis dit, si l'eau se met à nous inonder, c'est parce que nous avons construit sans penser, en fait sans respecter son caractère d'être un fluide qui occupe la place qui lui est offerte, tout simplement. Bu leen la ñu wax ay yoonu ndox bu ñu bàyyiwul ay yoonu ndox tabax fépp ndox bi dina fi taa et du ndox bi rek ça va être autre chose. Maintenant sur la question verte am naa yóbbante boo mooy yóbbul président comme yow la fi yebal ne ko na tëj centrale à charbon bu Bargny bi tout simplement. Parce que si on dit qu'on veut aller vers une économie verte, un Sénégal vert, et qu'on se dit, malgré ça, on a quand même besoin d'énergie, et que, puisqu'on a besoin d'énergie, il nous faut une centrale à charbon, on se contredit. Tout est une question de vision. Et la vision, ensuite, elle se traduit en projet. Et ça doit être cohérent. Ok, il faut avoir de l'énergie pour permettre aux vendeuses d'avoir de l'électricité ou aux hommes qui font des habits, des tailleurs, pour pouvoir faire marcher leur machine. Mais si on le fait avec n'importe quel type d'énergie, demain, écologiquement, ça va se retourner contre nous. Donc moi, je dis dans cet ouvrage que la centrale à charbon de Bargny doit être fermée et il faut la transformer en une centrale à gaz. Quant à l'argent que ça va apporter, vous dites que oui, 600 milliards pas 600 milliards, oui, l'argent que ça va nous rapporter, comment on peut l'investir? Faut savoir une chose, en l'état actuel des découvertes, peut-être qu'il y en aura plus demain, le pétrole et le gaz vont nous rapporter environ entre 600, 700, 800 milliards par an. 800 milliards par an, c'est ce que fait entrer la douane dans ce pays. Les impôts et domaines, c'est un peu plus. C'est 1200 milliards. Donc, tey jii impôts et domaines, lu muy dugal ci xaalis ci dëkk bi moo ëpp li pétrole bi nar a indi. Loolu, il faut que nit ñi di ko dégg. Pour savoir que c'est pas l'argent issu du pétrole directement qui va transformer ce pays. Non. En revanche, avec une électricité moins chère, grâce à ce qu'on appelle le gas to power, c'est-à-dire de l'électricité qu'on fabrique à partir du gaz, on peut avoir un prix du gaz moins cher, un prix de l'électricité moins cher. Avec une électricité moins chère, vous pouvez rendre votre société beaucoup plus productive. Et donc, les effets induits du pétrole et du gaz peuvent être beaucoup plus importants que l'argent directement qu'on tire du pétrole et du gaz. Donc, nañ continuer di xalaat ci lan mooy suñu vision, fan la ñu jëmee réew mi, et pas seulement dire xaalis bi muy fii ci sàcc na ko nañ ko pàccoo ak yooyu noonu. Ok, nañ surveiller pàccoo yi, mais surtout nañ wax ëllëg. Et moi, c'est le choix que j'ai fait. Moi, j'ai choisi d'être un optimiste. Je dis que ce qui est important, c'est qu'on discute, qu'on dise fan la dëkk bi jëm. Et pas seulement lii xewoon na fi, kii def na lii, kii def na la. C'est un choix. Maintenant, peut-être que certains ne le comprennent pas, mais c'est un choix qui est assumé. Oui, Moussa, tu as tout à fait raison. Il y a énormément de métiers dans le pétrole, et certains métiers existent déjà, il faut juste aller sur les plateformes et les appliquer là-bas. Oui. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être un ingénieur spécialisé dans le domaine pour travailler dedans. Je suis tout à fait d'accord, c'est important de le souligner. Mais ceci fait, donc parle d'éviter les dysfonctionnements. Oui, je suis d'accord, il faut, encore une fois, plus d'ouverture. Les organes de contrôle indépendants, comme le dit monsieur Bassir Diop, donc qui a été mon directeur à l'Institut des sciences de la Terre. Et les corps de contrôle, j'écris dans l'ouvrage parce que, encore une fois, je pense que si je n'avais pas été militant, comme le disait Pape, je n'aurais pas écrit ce livre. Peut-être ce qui empêche M. Jay, un ingénieur qui a 20 ans, 30 ans d'expérience, de ne pas écrire de livre sur ce sujet-là, c'est juste parce qu'il n'est pas militant. Mais, moi, par contre, moi, je suis militant. Et j'ai écrit dans cet ouvrage que la dimension politique était extrêmement importante. Dans un pays qui n'est plus en 1963, avec la crise Senghor-Dia qu'on a connue ici, le chef de l'État ne peut plus décider de tout et pour tout. Il faut déléguer. Il faut des corps indépendants. Et ces corps indépendants, lorsque l'IGE ne doit pas reporter fortement au président pour qu'il décide de quoi faire des dossiers. Non. Lorsqu'il y a dysfonctionnement dans notre administration, une justice indépendante doit le juger. Donc non seulement l'IGE, Inspection Générale d'État, ne doit plus être une IGP, Inspection Générale de la Présidence, donc elle doit sortir de la présidence,
Mais il faut qu'en plus de cela, que le chef de l'État ne soit plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. On ne peut pas avoir une justice indépendante si c'est le chef de l'État qui, en plus, est chef de parti, décide au plus haut niveau de quel magistrat va aller où. Non, on ne peut plus continuer comme ça. Quant au bloc libre, vous dites que l'État s'est précipité. Oui et non. Je ne suis pas dans la tête de Macky Sall. Je ne peux pas vous dire ce qui l'a poussé à octroyer des nouveaux blocs à Total ou autre. Mais, lorsque j'analyse en tant que scientifique, je peux dire la chose suivante. Vous avez du bouillonnement, du buzz, on dit maintenant, autour de votre pays. En anglais, on dirait it's the new hotspot. C'est le nouveau point chaud. Tout le monde veut venir. Lorsque tout le monde veut venir, et que pendant longtemps vous avez eu de petites compagnies, parfois sérieuses, parfois pas sérieuses, peut-être que vous vous dites que avant que la donne ne change, avec notamment le prix du baril qui plongeait à nouveau, je vais sécuriser certains blocs, avoir des compagnies sérieuses dont je suis sûr qu'elles vont faire des recherches, parce que c'est leur métier et parce qu'elles savent qu'il y a du potentiel, pour augmenter les données que nous avons sur notre sol. Parce que lorsque vous négociez également un contrat pétrolier, ce qui est important de savoir, c'est que vous cherchez pas seulement à tirer un maximum de revenus en cas de découverte. Parfois, vous cherchez également à avoir le plus d'informations sur votre sous-sol. Donc là, vous avez besoin d'avoir une compagnie sérieuse qui, lorsqu'elle vous dit qu'elle va faire 6000 km² de sismique 3D, elle va le faire parce qu'elle a les moyens, parce qu'elle est totale, en fait. Ou parce qu'elle est BP, ou parce qu'elle est une autre compagnie. Donc, dans ce sens-là, peut-être que le président, encore une fois, j'en suis pas sûr, se dit que tant que les grandes compagnies sont là, on leur octroie les blocs, et comme ça, là, au moins maintenant, on a des compagnies sérieuses. Mais, peut-être que vous avez raison également. Peut-être qu'il fallait attendre. Parce qu'on a un domaine minier qui maintenant est moins risqué à explorer. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus du tout risqué. Et ça aussi, c'est important de le dire aux Sénégalais. Et là, je vais répondre aussi à El Malik. Quand il y a eu cession des droits dans les contrats, en tout cas pour les blocs de Kayar et de Saint-Louis, il n'y avait pas encore de découverte. Les découvertes au niveau de ces blocs-là, c'est en 2015, ces découvertes de gaz. Ces cessions, elles ont lieu en 2014. Or, dans une zone où du pétrole n'a pas encore été découvert ou du gaz, les taux d'échec mondialement, et notamment en 2014, c'est une étude de Richmond Energy Partners qui le dit, les taux d'échec sont de 85%. Si Petrosen récupère un droit de préemption, c'est-à-dire que Petrosen fait partie de ceux qui exploitent, et Petrosen, lorsque un des exploitants, un des co-contractants veut vendre une de ses parts, Petrosen peut dire, et prioritaire, peut dire, moi je veux cette part. Ne la donnez pas à une autre compagnie. Mais Petrosen, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il récupère? Du risque. Parce qu'il n'y a pas encore de découverte. Non, du risque. Mais c'est d'abord du risque. C'est d'abord du risque. Maintenant, vous pouvez dire que ce risque-là, je vais le poser, je vais potentiellement en bénéficier. Mais c'est seulement à 15% de certitude. C'est ce que je dis. Et surtout, si vous récupérez des pourcentages, vous devez trouver votre part pour les financer. Aujourd'hui, avec ces 10% possiblement montables à 20%, Petrosen doit trouver pas moins de 1000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire un tiers de notre budget actuel, pour participer dans les travaux. Petrosen a actuellement 10%. Si Petrosen avait acheté des parts et se retrouve à 50%, on devra trouver cet argent où? Ça aussi, c'est une vraie question. C'est pas évident. Je dis pas qu'on ne pourrait pas. Je dis que ce n'est juste pas évident. Encore une fois, ce que je dis, c'est important. Moi, je prête de la bonne foi aux autres. Je pense que le directeur général de Petrosen est quelqu'un de bonne foi. Il a de l'expérience et que il va faire son travail dans l'intérêt du pays. Maintenant, il y a des corps de contrôle qu'on doit être indépendants pour vérifier cette bonne foi. Mais aujourd'hui, nous, prendre des parts dans l'exploration, pour moi, stratégiquement, ce n'est pas la voie à prendre pour l'État du Sénégal. Ça, c'est un avis personnel. Maintenant, lorsqu'il y a déjà découvert, comme avec Woodside qui a racheté les parts de Conoco, là, peut-être on peut acheter des parts. C'est 300 millions de dollars. 300 millions de dollars, c'est 200 milliards de francs CFA. On a bien mis plus de 600 milliards dans un TER. Peut-être que là, on pouvait le mettre là-bas. Donc ça aussi, c'est une position. Oui, monsieur. Oui, c'est bien ça. Donc, pour les générations futures, Ousmane Sonko a proposé dans son ouvrage qu'il y ait
une partie qui soit réservée aux générations futures. Le chef de l'État a prévu, avec un fonds intergénérationnel, de mettre aussi cet argent-là, de bloquer environ 30% des recettes non fiscales, donc de l'argent du pétrole, dans un fonds, qui va permettre de faire des investissements qui vont continuer à rapporter de l'argent. Parce qu'il faut savoir une chose, le pétrole, en fait, c'est une matière qui est volatile. Le prix du pétrole aujourd'hui, le baril vaut 50, demain il vaut 100. Vous faites des prévisions sur 100 parce que vous ne voulez pas voir la réalité en face, et vous vous retrouvez avec un baril à 50. Donc vous avez des problèmes. Donc l'argent, khalis bi ngay jot, on va dire, it's hot money. Khalis bu tàng la, day tàng sa loxo. Khalis bu bari ngay ñëw. Donc pour pouvoir le transformer de manière durable, donc koy jël nga dugal ko feneen. On met ça dans des projets structurants ou dans de l'agriculture ou dans des projets qui sont totalement décorrélés de l'industrie pétrolière. Moi, c'est vraiment la thèse que je défends. Pour éviter cette fameuse maladie hollandaise, la malédiction des ressources naturelles, on doit prendre l'argent du pétrole et le mettre dans des secteurs qui sont totalement en dehors du pétrole. C'est comme ça qu'on va avoir un effet boule de neige pour l'économie. Autrement, on va se retrouver à devenir une économie pétrolo-gazière et bonjour les problèmes. Tous les pays qui ont fait ça sont rentrés dans la difficulté. Donc, ceci clôt le débat. Je vous remercie.